Lorsqu'on parle de transformation, je pense qu'il y a plusieurs leviers que l'on peut utiliser. Le premier, qui à mon sens est essentiel, c'est la question du collectif et la question du sens. On ne peut pas mener de transformation hors sol. Il faut faire avec les salariés de l'entreprise, il faut construire le changement et la transformation avec eux. Et la première étape à ça, c'est qu'ils soient sensibilisés et qu'ils connaissent les enjeux auxquels ils font face. Le deuxième point, c'est de bien prendre en compte la complexité. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'écologie, on a besoin d'être dans une vision systémique du contexte, des parties prenantes, de l'écosystème dans lequel l'entreprise est. Et lorsqu'on parle d'une grande entreprise, on parle de chaînes de valeur souvent qui s'étalent sur plusieurs pays, plusieurs territoires. Donc comment est-ce qu'on va prendre en compte cette complexité ? Troisième point, c'est d'avoir un cap clair, une vision claire de là où on veut aller, d'avoir de la ténacité, parce que la transformation, le changement demande ça, mais aussi d'être en capacité de prendre du recul à certains moments pour ne pas devenir totalement buté et en fait louper une partie de ce que l'on souhaite faire. Enfin, quatrième levier pour moi, ce sont d'ouvrir des espaces d'innovation, des espaces de prototypage, des espaces où on va pouvoir créer des offres de services alternatives, où on va pouvoir monter des projets dont l'objectif est l'impact. Et ça, en fait, c'est particulièrement important parce qu'une grande entreprise et toute entreprise, elle va avoir son modèle d'affaires historique qui aujourd'hui permet à l'entreprise de fonctionner, au niveau des emplois, au niveau de l'économie. Mais pour pouvoir le modifier, elle a aussi besoin d'innover en changeant ses processus, en changeant son point de vue, et c'est en prototypant, en ouvrant des espaces d'initiative qu'elle va y arriver. Enfin, sur ces questions de transformation, je pense que pour les acteurs qui, au cœur de l'entreprise, agissent sur ces sujets, il faut du temps et il faut être aussi en capacité d'aimer ce que l'on fait et d'aimer ce changement, sinon ça devient vraiment un sacerdoce. Quand on parle de service public, je pense que c'est important de le relier à la notion de commun. Et quand on parle de commun, on parle évidemment d'infrastructures, mais aussi de ressources que l'on partage et que l'on gère collectivement. Je crois qu'aujourd'hui, la conscience environnementale, la conscience écologique qui augmente au sein de la population a un impact fort sur cette question des communs. Vous avez de plus en plus de citoyens qui se réapproprient ces communs et qui de fait se réapproprient la question du service public. Ils ont envie de prendre part aux décisions, ils ont envie de savoir ce qui se passe, ils ont envie de savoir aussi comment sont partagées les ressources et est-ce qu'elles sont bien protégées. Et ça, je pense que c'est un aspect très important du service public en transition. Ça amène de la pression, ça amène de l'exigence, ça amène plus de responsabilités sur les acteurs politiques, sur les acteurs administratifs, sur les acteurs privés également, qui parfois gèrent une partie de ces services publics. Je pense que le deuxième aspect, c'est qu'on est en train de passer à une vision moins en silo et une vision beaucoup plus systémique. Quand on parle de résilience territoriale, on est obligé de regarder le territoire dans une vision systémique, en parlant d'alimentaire, en parlant de ressources, et en designant en fait des projets qui vont répondre à ça. Je peux prendre l'exemple du projet qui se déroule aujourd'hui à Rennes et avec la métropole rennaise, où les services d'eau qui gèrent l'ensemble du périmètre travaillent avec des agriculteurs pour protéger les captages d'eau potable, mais aussi ces mêmes agriculteurs sont en contrat aujourd'hui avec les métropoles rennaises pour fournir aux cantines de l'alimentation bio et locale, et donc augmenter le pourcentage d'alimentation bio et locale dans les cantines. Un autre aspect, ça va être par exemple sur l'habitat. On peut observer aujourd'hui sur des ZAC, par exemple, que des aménageurs vont pousser à la structuration de filières, par exemple c'est le cas de plus en plus sur les questions de biosourcés, pour que justement on ait des filières économiques qui s'organisent avec des impacts systémiques sur un secteur qui est l'habitat. Donc comment est-ce qu'on va vraiment travailler cette résilience du territoire de manière plus systémique et en s'appuyant sur les services publics et les outils du service public. Enfin, troisième élément, je crois qu'aujourd'hui, dans la transition, on a des nouveaux acteurs qui apparaissent, des acteurs qui sont positionnés et qui ont envie d'avoir un impact positif sur les territoires. On voit que sur certains secteurs, comme celui des déchets, on a de nouveaux acteurs qui vont se positionner sur des flux comme les matières organiques par exemple et qui vont proposer des technologies différentes, qui vont proposer des services différents. On va aussi avoir une remise en cause des systèmes technico-économiques. C'est le cas dans l'assainissement. Comment est-ce qu'on passe d'une toilette sans eau potable par exemple. Et on a aussi des entreprises qui innovent, et notamment à l'international sur ces sujets. Et puis, on va avoir
au sein de ces acteurs, des acteurs qui vont plutôt privilégier, par exemple, des solutions basées sur la nature pour résoudre des problématiques que l'on va se trouver en ville, en zone périurbaine, etc. On peut prendre l'exemple des îlots de chaleur et de l'utilisation de la renaturation et de la végétalisation. Nos services publics sont bien en transition, sous l'impulsion à la fois des citoyens, des politiques, mais aussi des techniciens, des ingénieurs et des entreprises qui travaillent à développer des nouveaux modèles de réponse à ces enjeux. Openland, c'est une fabrique de projets évolutionnaires qui a pour objectif d'accompagner le maximum de professionnels sur les questions de transition écologique. Notre objectif, c'est de relier écologie et économie, de pouvoir mettre en œuvre une économie régénérative, c'est-à-dire une économie qui ne détruit pas en produisant, qui ne détruit pas le climat, qui ne détruit pas la biodiversité, les ressources disponibles, mais qui ne détruit pas non plus les humains et les relations entre eux. Pour nous, cette économie régénérative, elle est absolument essentielle pour créer un monde vivable, acceptable dans les années qui viennent. Nous avons d'immenses enjeux collectifs face à nous et nous pensons que pour répondre à ces enjeux, les plus grandes parties des solutions se trouvent aujourd'hui dans la façon dont nous faisons chacun nos métiers. Pour ce faire, nous avons un parcours en 3 étapes. Le premier, c'est la sensibilisation. Prendre conscience des enjeux auxquels nous devons faire face et prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, il y a déjà des pionniers qui agissent sur ces enjeux et qui nous montrent la voie. La deuxième étape, c'est la formation. Comment je vais me former? Comment la question du carbone impacte mon métier? Quels sont les outils que je vais pouvoir utiliser pour développer des projets impact? Et la troisième partie, c'est le soutien à l'innovation, à la transformation. Soutenir des personnes qui ont envie de développer des projets impact, des jeunes entrepreneurs. Accompagner les entreprises qui souhaitent transformer leur modèle d'affaires. Et aussi soutenir des projets démonstrateurs qui pourront être des exemples pour les territoires et pour les acteurs de ces territoires. Le premier, c'est qu'on observe depuis 2018 une prise de conscience sur les questions écologiques bien supérieure. De nombreuses personnes se questionnent, ont envie que cette question de l'écologie ne soit pas seulement présente à la maison, mais dans leur métier. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour autant, on observe aussi que ces mêmes personnes ont du mal à savoir comment faire, comment je vais transformer mon métier, comment je vais passer à l'action. Aujourd'hui, quand on est une organisation, une entreprise ou un territoire, l'important c'est de savoir quels sont les impacts que l'on a, et notamment sur les questions écologiques. Et donc avoir une vision claire de son empreinte sur l'ensemble de sa chaîne de valeur permet déjà de guider l'action là où elle est plus importante et où elle sera le plus signifiante. Ensuite, pour pouvoir accompagner une transformation, pour pouvoir changer une culture d'organisation, pour pouvoir accompagner les parties prenantes d'un territoire, il me paraît essentiel d'avoir des projets très concrets, démonstrateurs, même parfois petits, mais qui vont montrer que c'est possible et qu'ils peuvent être déployés, qu'ils peuvent être mis en œuvre dans d'autres contextes. Et ça, c'est à ça qu'on s'emploie en travaillant sur l'innovation, en travaillant sur le prototypage, mais aussi en travaillant sur le soutien aux entrepreneurs à impact. Le dernier renseignement, c'est qu'aujourd'hui, dans le montage de projets, dans les prises de décision que nous avons chaque jour, nous devons intégrer de nouveaux indicateurs, et notamment des indicateurs écologiques. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne doit pas être vu comme une contrainte, mais comme un accélérateur de sens et d'engagement. Chaque jour, avoir à cœur de mettre le vivant et la nature dans son métier, pour soi aujourd'hui et demain pour les générations futures, me paraît être une belle mission. Bon, une première raison assez simple, c'est qu'on vit tous dans le même monde. Quand on parle d'enjeux écologiques, on parle d'enjeux globaux. Si on parle de climat, le climat se réfléchit au niveau mondial. Donc ça me paraît être une nécessité déjà pour ce premier point. Deuxième élément, beaucoup de nos systèmes de production sont internationaux, sont sur des chaînes de valeur qui sont intriquées entre plusieurs pays, avec des impacts qui sont sur divers territoires. Donc ça me paraît être aussi une deuxième très bonne raison. Enfin, on a une question de responsabilité. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, notamment sur la question du climat, ce sont les populations les plus riches qui produisent le plus de carbone. 50% de la population mondiale produit autant de carbone que 1% des plus riches de la population mondiale. Donc ça nous donne aussi une responsabilité
très importante. Dernier élément à prendre en compte pour moi sur ces questions d'international, c'est la question de l'innovation. On observe aujourd'hui beaucoup d'innovations dans le secteur de la santé et de l'agriculture en se basant sur l'innovation low-tech frugale. C'est particulièrement le cas en Inde. On a également de l'innovation sur des services publics, sur des questions d'économie circulaire. Je pense au cas de Sanergy au Kenya qui travaille sur l'assainissement, qui met en place des toilettes et qui, avec les bouts d'assainissement, fait du compost. Troisième exemple, sur le développement de services décentralisés, plus rapides, plus efficaces. On a évidemment l'exemple du téléphone portable, mais je prendrais surtout l'exemple d'M-Pesa au Kenya qui en fait a permis à des habitants des bidonvilles, souvent des personnes qui sont non bancarisées, d'avoir accès à des services via leur téléphone portable et avec une efficacité redoutable. Tous ces exemples, ils contribuent aussi à nous questionner sur nos propres modèles et sur la façon dont aujourd'hui nous pensons nos services publics, nos modèles d'affaires et comment nous impactons les questions écologiques, sociales et sociétales dans la façon dont nous faisons nos métiers.